Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Je suis très heureux de vous revoir pour cette deuxième conférence. Vous savez que la lecture est notre préoccupation première, surtout face aux résultats catastrophiques d'une enquête internationale intitulée Pearls. Depuis l'an dernier, la Foire du Livre de Bruxelles, avec ses partenaires, souhaite donner la parole à des acteurs de terrain pour comprendre, mais surtout améliorer cette situation. Et les actions ne manquent pas dans notre pays. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la brillante intervention de Thomas Lavacherie. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à la regarder car Thomas pose les bases de la notion de la lecture au sein de la famille, de l'école et de l'édition. Pour ce faire, il l'agrémente avec beaucoup d'anecdotes, parle de son expérience et de celle des autres, mais aussi du rôle que chacun joue dans cette notion de plaisir de lire. Car c'est là le nœud de notre problème. Pour ce premier ou second rendez-vous, tout dépend de l'ordre du visionnement de nos conférences, est fixé avec Jannik Cooks. Elle n'est pas une autrice au premier sens du terme, mais écrit énormément dans un autre registre, celui de la pédagogie, et pas uniquement de la lecture, mais aussi dans d'autres disciplines comme les mathématiques. Jannik Cooks a donc une carrière bien remplie, nourrie par un nombre incalculable d'expériences dans l'enseignement et pas que. Récemment, elle a pris les fonctions de coordinatrice pédagogique au sein de l'Institut supérieur de pédagogie de Namur. Son rôle est d'y élaborer la programmation, de coordonner l'action des chargés de cours et aussi d'évaluer la qualité des formations. Mais Jannik Cooks est aussi active auprès de la commission jeunesse du service général des lettres et du livre, et on peut aussi citer qu'elle a créé une boîte à outils pour l'association des éditeurs belges via le projet de Tout le monde lit. Vous avez très certainement entendu parler du quart d'heure de lecture, qui est une des actions phares de ce projet. Avant de lui céder la parole, je rappelle que la Foire du Livre 2021 ne sera pas organisée dans sa version dite classique, mais elle vous invite à nous rejoindre dans une version de festival qui sera organisée du 6 au 16 mai 2021. Un rendez-vous hors les murs, dans différents lieux culturels et atypiques de Bruxelles, mais aussi en province. Restez attentifs, on en parlera dans la presse. Nous espérons revenir en 2022 à Tours et Taxis, plus fort qu'aujourd'hui. Osons y croire. Je remercie encore nos partenaires, l'ADEP, la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles qui nous accueillent aujourd'hui. Je remercie bien sûr aussi Jannik Cooks et Thomas Lavacherie pour leur contribution. Et je lui cède à Jannik la parole, puisque sa communication, elle s'intitule « Des pratiques motivantes des élèves engagés, quelles conditions favorisent le désir de lire ?» Merci à vous et à très bientôt. Bonjour à tous, nous allons passer un moment ensemble autour de la question suivante. Quelles conditions favorisent le désir de lire? En fait, à l'origine de cette question, je dirais, il y a une conviction profonde. C'est celle-ci, c'est d'inscrire la littérature de jeunesse et la lecture au cœur des pratiques de classe. Je suis convaincue depuis toujours, étant enseignante à la base, et puis formatrice enseignante, inspectrice dans l'enseignement, et maintenant coordinatrice pédagogique dans une école de formation. Donc, comme je vous disais, je suis convaincue à la base qu'il est vraiment nécessaire
de permettre aux enfants d'entrer en littérature dès le plus jeune âge. Alors, comment favoriser ce désir de lire et surtout, pourquoi favoriser ce désir de lire? J'ai été, comme beaucoup d'enseignants d'ailleurs, et comme tout le public en Fédération Wallonie-Bruxelles, assez interpellée par nos résultats PIRLS. Ces évaluations internationales ont montré que nos élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles, nos élèves de 4e primaire, ont de très piètres résultats au niveau de la compréhension en lecture. Nous sommes vraiment les derniers du peloton, et ceci depuis pas mal d'années déjà. Or, comme je vous dis, j'étais enseignante et j'ai cette conviction profonde qu'il y a des actions spécifiques qui peuvent être mises en œuvre et qui aideront les enfants justement à entrer en littérature et à s'inscrire vraiment dans une posture de lecteur et de lecteur expert. L'idée, évidemment, c'est de vous proposer des pistes qui s'ancrent dans une pratique, des pratiques qui ont été les miennes lorsque j'étais enseignante, mais aussi des pratiques qui sont celles des enseignants que je côtoie au quotidien. L'idée est vraiment aussi d'amener les élèves en classe à s'inscrire dans une communauté de lecteurs. Des expériences vécues et surtout une mise en exergue de l'enthousiasme des enseignants. À nouveau, je suis convaincue que si on a face à soi des adultes enthousiastes, les enfants pourront aussi cultiver un enthousiasme pour la lecture. Donc, comment donner envie de lire aux élèves? Comment surtout faire de la lecture une expérience positive? Et surtout aussi, comment prêter attention aux facteurs de la motivation? Petit flashback tout d'abord. C'était il y a 6 ans déjà, en 2015, la mise en œuvre en Fédération Wallonie-Bruxelles d'un plan lecture. À l'époque, je suis intervenue à la demande de la ministre de l'Éducation sur le sujet suivant: quel lecteur pour ce 21e siècle? Déjà, à l'époque, des pistes ont été proposées parce que les constats étaient vraiment interpellants. Quel constat? 25% des élèves de 4e année primaire ont une bonne maîtrise de la lecture littéraire ou documentaire. Cela veut dire que 75% de nos élèves n'ont pas une bonne maîtrise de la lecture. À 15 ans, les performances en lecture de nos élèves sont à peine égales à la moyenne des pays de l'OCDE. Et environ 15% des jeunes quittent l'école secondaire sans diplôme et sans l'usage fonctionnel de la lecture. Face à ces résultats, alors soit on pleure sur notre sort, ou soit on se dit mais que se passe-t-il et que peut-on faire pour faire mieux? Allons voir aussi du côté des pays qui sont en tête de classement. Allons voir notamment du côté de l'Irlande et au niveau du Canada. C'est un peu ce qui a été mis en œuvre dans le cadre de formation. Observons un peu aussi plus attentivement les évaluations qui sont proposées à ces élèves, parce que je me suis rendu compte que sur le terrain, en fait, les enseignants ne connaissent pas les évaluations PIRLS. On entend parler de cette évaluation par le biais de la presse, mais ils n'ont aucune idée des questions qui sont posées aux élèves, ni finalement de ce qui est réellement évalué. Alors, qu'évalue PIRLS? PIRLS évalue des processus de 4 niveaux différents. Le premier niveau, c'est le fait de pouvoir extraire une information qui est présentée explicitement dans un texte. Je vous ai mis un exemple d'une question qui raconte l'histoire. Eh bien, c'est de pouvoir dire que cette histoire est racontée par tel ou tel personnage, par exemple. C'est vraiment la question la plus basique. Mais PIRLS ne s'arrête pas là. Le deuxième niveau, c'est de faire des déductions simples. Là, les enfants doivent pouvoir prélever dans le texte des éléments et les mettre en relation. Le troisième niveau, c'est l'interprétation et l'intégration des idées et de l'information. On est là déjà dans un cadre beaucoup plus implicite. Ce sont des questions, par exemple, qui portent sur la réaction de tel ou de tel personnage, sur les sentiments de tel ou de tel personnage. Ce sont aussi des questions, comme une question là que j'ai notée dans le PowerPoint. Qu'est-ce qui a surpris Tom concernant la journée qu'il a passée avec Jérémy? La réponse ne se trouve pas textuellement dans le texte. Les enfants doivent l'interpréter, la déduire en mettant en relation toute une série d'éléments implicites. Le quatrième niveau, et pas des moindres, c'est évaluer, apprécier le contenu et la forme du texte. Alors, vous verrez que ce niveau est vraiment celui qui pose le plus de difficultés à nos élèves.
Alors, voici quelques exemples de questions qui correspondent au niveau apprécié et évalué en utilisant les éléments du texte. On va demander aux enfants quel genre de personne est le papa de Tom. On ne le dit pas à nouveau textuellement dans le texte. Les enfants doivent le déduire après la lecture du texte dans son entièreté. Ils doivent comprendre en fait que le papa de Tom, dans ce cas-là, est un papa qui a essayé de contourner le problème pour que son fils puisse entrer en relation avec un de ses pères. Alors, une autre question, c'est, on parle du caractère, par exemple, d'Anina, d'après ce qu'elle a fait, et on demande aux enfants de décrire son caractère à partir de 2 exemples. On ne nomme pas son caractère, et les exemples doivent être prélevés dans un texte. La particularité aussi des textes Peirce sont des textes longs, de plusieurs pages. Et alors, question aussi très redondante en général dans les évaluations Peirce, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de telle ou de telle expérience? Alors, comme je vous ai dit, nos élèves rencontrent des difficultés, mais où se situent ces difficultés? Je pense que ce schéma qui a été réalisé par l'Université de Liège va vous permettre de mieux comprendre justement quels sont les éléments qui posent problème. Nous retrouvons les 4 niveaux et nous retrouvons même le niveau en dessous du niveau 1. Alors, que remarque-t-on? C'est que je vous ai mis les résultats en 2011 et les résultats en 2016. Et on voit que les résultats de 2016 sont moins bons que ceux de 2011. Ça peut vraiment être très, très interpellant par rapport à la réussite de nos élèves. Les élèves qui ont une bonne maîtrise de la lecture, c'est-à-dire ceux que l'on va retrouver au niveau 3 et au niveau 4, 25% en 2011, 22% en 2016. Les lecteurs rudimentaires, donc ce sont ceux qui peuvent relever dans un texte quelques éléments et les mettre en relation. 45% en 2011, 43% en 2016. Les lecteurs précaires, 30% en 2011, 35% en 2016. Et dans ces lecteurs précaires, si vous regardez bien le schéma, vous verrez qu'en 2011, ils étaient 6% à être en dessous du niveau 1. Ça veut dire que 6% de nos élèves de 4e année primaire n'arrivent pas à prélever dans un texte une information explicitement écrite. Et en 2016, ils sont 8% à ne pas pouvoir y arriver. Alors, comme je vous disais au début de mon intervention, soit nous pleurons sur ces résultats, ou on se dit qu'il y a peut-être des pratiques qui sont probantes et dont on pourrait s'inspirer. C'est ce que je vais pouvoir illustrer avec ce schéma. En bleu, vous voyez apparaître les résultats de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En vert, les résultats des pays qui ont un score significativement supérieur au nôtre. Il s'agit des déclarations des enseignants concernant les activités qui sont menées en classe avec les enfants. Que déclarent les enseignants? Par exemple, est-ce qu'on écrit un texte qui fait référence ou qui répond à ce qui est lu? C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'il y a une lecture, on amène les enfants à pouvoir s'exprimer par écrit à partir de cette lecture? 14% de nos enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles affirment le faire, contre 67% dans les pays où les résultats sont significativement supérieurs à chez nous. Alors, répondre oralement à des questions ou résumer oralement, là, il y a 71% d'enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles qui disent mettre cela en œuvre et 92% au niveau des autres pays. Par contre, un autre point qui, moi, m'interpelle beaucoup, c'est de pouvoir discuter entre eux de ce qui est lu, les échanges au niveau de la compréhension, les partages d'opinions, l'argumentation. 39% d'enseignants chez nous disent le faire, contre 75% dans les pays où les résultats sont significativement supérieurs. Par contre, répondre par écrit à un questionnaire ou un test sur ce qui a été lu, je dirais nos résultats sont comparativement égaux aux résultats des autres pays. Alors, que retenir de cela? On voit qu'il y a quand même des pratiques ici qui sont nettement plus significatives et je vais vous en donner d'autres par la suite.
mais amener les enfants à pouvoir échanger, amener les enfants à pouvoir écrire, sont des pratiques vraiment très, très probantes qui ont été épinglées par la recherche. Mais j'y reviendrai par la suite. Donc, dès 2015, n'ayant plus de classe, j'ai discuté avec beaucoup d'enseignants. Et l'idée, c'était de pouvoir justement former un groupe d'enseignants réflexifs qui souhaitaient inscrire leurs pratiques dans une autre orientation. Au cœur de cette réflexion, la littérature de jeunesse, le livre, un vrai livre, et pas des feuilles photocopiées. Au cœur aussi de cette réflexion, l'idée d'explorer la littérature de jeunesse et non pas de l'exploiter. Donc, on ne va pas prendre un livre pour justement l'utiliser dans tous les sens, sous toutes ses coutures. On va prendre un livre en tant que support littéraire pour se questionner et essayer de mieux comprendre aussi la démarche de l'auteur. Tout cela puisse se faire dans le cadre de formation que j'anime à l'Institut supérieur de pédagogie de Namur. Des initiatives ont été vécues et là, ça fait maintenant donc 5 ans que nous expérimentons et donc je vais vraiment vous partager les résultats les plus probants de ces expérimentations. Des initiatives et des initiatives autour de 3 priorités. Première priorité, l'acculturation. Deuxième priorité, l'engagement. Troisième priorité, l'apprentissage. L'acculturation, cela concerne comment faire entrer les enfants dans la culture littéraire. Ce comment me tient fortement à cœur parce qu'on sait que toutes les familles ne sont pas à même de familiariser les enfants avec la culture de l'écrit. Donc, l'école a un rôle fondamental à tenir par rapport à cela. L'engagement, on le sait, de nombreuses recherches mettent en évidence que l'engagement de l'enseignant va favoriser l'engagement des enfants. Comment créer des temps, comment créer des lieux qui vont vraiment permettre aux enfants de développer des compétences de lecteur. Troisième aspect, l'apprentissage. L'apprentissage que je vous présenterai au travers de 4 dimensions qui vont rejoindre finalement les 4 axes principaux de Peirce au niveau de 7 concepts clés que j'ai construire au fil aussi de mon vécu dans des classes avec des enseignants. Et alors aussi une approche qui se veut intégrée et qui se veut explicite de la langue. Premier point, l'acculturation. Cela peut vous sembler tout à fait naturel, mais ce n'est pas le cas dans toutes les classes. On apprend à lire avec de vrais livres. Pas avec des manuels, mais avec de vrais livres. Cette idée que je défends ici en Fédération Wallonie-Bruxelles, elle est défendue à l'étranger. Elle est défendue en Irlande, elle est défendue au Canada, avec un porte-parole de poids, notamment Yves Nadon, qui a été enseignant et qui a expérimenté cela dans sa classe. J'ai aussi pu l'expérimenter. Donnons aux enfants de vrais livres. La littérature de jeunesse est foisonnante. Ce serait vraiment dommage que les enfants ne puissent pas en profiter. On apprend à lire aussi en interrogeant les auteurs. Quand je dis en interrogeant les auteurs, c'est-à-dire en se posant des questions par rapport au texte, en pouvant échanger sur un texte avec ses pairs. C'est ce que j'appelle l'acculturation et je vais vous montrer quelques pistes qui ont été abordées dans des classes. Des pistes à 3 niveaux. Autour de l'objet livre tout d'abord, autour de l'adulte, de l'enfant, de ses pairs et de l'auteur, et autour d'une culture et d'un climat que l'on peut construire en place. En fait, tout est une question de relation. Au départ, pour moi, est la relation. Et de cette relation pourra naître l'acculturation. Première relation, la relation avec l'objet livre. Ce n'est pas parce qu'on est à l'école primaire que tous les enfants ont forcément une relation positive avec les livres. Pour certains, il faut encore qu'il puisse y avoir, je dirais, une connaissance mutuelle. Il faut que les enfants puissent aussi découvrir ces supports par le biais de rencontres, par le biais de découvertes. Comprendre aussi que derrière chaque texte, il y a un auteur. Ça peut paraître évident, mais ce n'est pas évident pour un enfant. Et que chaque auteur peut aussi avoir son style.
et qu'on peut apprécier tel auteur et qu'on peut peut-être ne pas l'apprécier. C'est aussi un libre choix. Relation à l'objet livre, même encore au début de l'école primaire. Lire aussi avant de savoir décoder. Je tiens à le dire surtout pour les enseignants en première année primaire, parce que je sais souvent que ça fait débat dans des classes. Lire, ce n'est pas décoder. Lire, c'est s'approprier, c'est comprendre. Le décodage est un outil au service de la lecture. Mais donnons à nos élèves des livres résistants, des livres qui vont leur donner envie de réfléchir et de penser. Relation à l'objet livre, mais relation aussi à l'enfant, bien entendu, à l'adulte, au père et à l'auteur, par le biais d'échanges, par le biais de rencontres, par le biais de partenariats au sein de la classe, mais aussi au sein de l'école. Des plus jeunes qui viennent lire, qui lisent entre eux, des plus âgés, des enfants plus âgés qui viennent lire aux plus jeunes en classe, l'enseignant qui partage ses lectures, qui fait la lecture aux enfants en y mettant tout son dynamisme, en y mettant tout son goût pour tel ou tel auteur. On sait que cela fonctionne. Daniel Pénac l'a dit en 100 ans, et c'est toujours d'actualité. La relation aussi, par le biais de la classe, par rapport à un climat, à une culture de classe que l'on va pouvoir établir. Des lectures offertes, je viens d'en parler, des temps de lecture à soi, des moments où l'enfant peut se choisir un livre et lire ce qu'il souhaite, par le biais de la fréquentation des librairies, des bibliothèques. Avoir des livres, beaucoup de livres en classe. J'entends déjà l'objection, même si vous n'êtes pas là, mais comment fait-on? Nous n'avons pas de budget. Je vous rappelle, il y a les bibliothèques où on peut vraiment emprunter, mais vraiment aussi en grande quantité. Et puis, il y a les familles aussi. C'est intéressant, je trouve, de permettre aussi aux enfants d'amener des livres de la maison en classe. C'est laisser une place à l'école pour ce qui vient de la famille. Les parents, j'y tiens aussi, c'est d'intégrer aussi les parents dans toute cette réflexion autour de la lecture et pourquoi pas d'avoir des moments de lecture partagés entre les enfants, les parents et l'enseignant. Quelques illustrations de pratiques de classe, évidemment. Le grand livre des contes, parce que quand je pense acculturation, je trouve qu'on ne peut pas faire l'impasse sur nos contes traditionnels, qui parfois sont oubliés, laissés de côté, et qui pourtant sont à la base aussi de toute une série de livres en littérature de jeunesse actuelle. Pour avoir rencontré de nombreux auteurs, souvent les auteurs mettent en exergue justement cette relation qu'ils ont pu avoir quand ils étaient enfants avec les contes. Donc les contes sont fondamentaux à la fois pour construire l'identité du lecteur, mais aussi pour permettre aux enfants de mieux comprendre ce qu'ils lisent. Donc l'approche des contes, et ce n'est pas qu'une affaire familiale, c'est aussi une affaire d'école. Permettre aussi aux enfants de se rendre compte qu'il y a des livres différents, de grands, des petits, des formats différents, mais aussi des grosseurs différents, des sujets différents, des genres différents. Et là, je paraphrase aussi Nancy Atwell qui dit « c'est convaincre tous les enfants qu'il y a quelque part un livre qui est fait pour eux, au moins un livre, même pour ceux qui n'y croient pas. » Je parlais tout à l'heure de cette relation avec les familles. L'initiative des sacs à albums me paraît vraiment importante. C'est une initiative que l'on retrouve dans les classes maternelles, mais que je suggère aussi de poursuivre à l'école primaire. Les enfants en ont besoin. C'est une façon de reprendre finalement un livre de la classe à la maison et de poursuivre cette lecture en famille. C'est aussi une façon de poursuivre la lecture à partir d'un autre support comme des marionnettes, des marottes, qu'importe finalement les accessoires qu'on ajoute dans ce sac à album. Ce qui est vraiment essentiel, c'est que les enfants prennent conscience qu'ils peuvent reprendre un livre de la maison, de l'école pardon, à la maison, et qu'à la maison on prenne vraiment un temps aussi pour découvrir ce support. Ces sacs à albums ont été expérimentés par des enseignants, même encore en P5 et en P6, chez des grands. Alors évidemment, on va leur donner une autre orientation, comme par exemple tout un travail approfondi autour de l'œuvre de Kitty Crowther dans une classe de 6e primaire, où les enfants se sont appropriés un livre, chacun s'est approprié un livre et a créé un sac à album
Ce sont vraiment les enfants qui se sont investis dans cette création en partageant des textes, en partageant des outils. Mais alors, les livres pouvaient de cette façon rentrer dans les familles aussi. Une autre pratique vue, c'est par exemple un sac à album autour d'une thématique en particulier, où on va retrouver, là dans l'illustration, la thématique de la mer, mais avec des livres très très différents. Une BD, un roman, un album, un documentaire, pour que finalement, au sein de la famille, chacun puisse s'y retrouver. Et que ce soit aussi un moment de partage où papa, maman peuvent aussi finalement rentrer en lecture et retrouver des supports et qu'on puisse ensemble discuter d'une thématique. Ça, ce sont des pratiques qui me semblent vraiment être hyper intéressantes au niveau de l'acculturation, de cette ouverture à la culture et la multiplicité aussi des genres littéraires. J'en parlais, l'acculturation par le biais de visites en librairie. De plus en plus de librairies acceptaient, avant ce contexte sanitaire, acceptaient les visites. Évidemment, ça doit être préparé. Ce n'est pas juste une visite de loisir, c'est une visite qui va être préparée avec un questionnement en particulier et le fait aussi de pouvoir acheter au moins un ouvrage ou 2 ouvrages que l'on va ramener en classe. Les visites régulières à la bibliothèque aussi, permettre à ces enfants d'être des emprunteurs et de connaître l'organisation d'une bibliothèque. Pour moi, l'acculturation va aussi passer dans les échanges, dans ces temps d'échange que l'on va créer en classe dès le plus jeune âge, où les enfants vont avoir ces temps libres, où ils vont pouvoir échanger avec leur père, et aussi par le biais de carnets de littérature qu'on peut mettre en place dès le plus jeune âge, où on va garder des traces de nos lectures, des traces qui vont être vraiment personnelles. Comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint, là c'est un carnet d'une élève qui nous parle de Karl Noack et de la découverte d'un ouvrage de Karl Noack. Et c'est libre. Ce qui est important, c'est que ça ne doit pas être scolarisé, puisqu'on est dans l'acculturation. On est vraiment là dans l'idée de partager des pratiques littéraires et des pratiques culturelles. Voilà, donc l'enfant ici a noté par exemple un poème de Matisse qui concerne Matisse, mais qui a été donc écrit par Karl Noack, et avec cette possibilité aussi de l'illustrer. Les carnets littéraires, c'est vraiment très très intéressant comme outil. Ça permet aussi aux enfants de s'inscrire par la suite dans une posture d'auteur. Mais ça, j'y reviendrai. Voilà pour le point acculturation. Mon second point concerne l'engagement. Alors, au niveau de l'engagement, j'ai surtout voulu pointer des rencontres d'auteurs, des rencontres d'illustrateurs, mais aussi des espaces et des temps aménagés pour faciliter et pour favoriser cet engagement. Comme dit tout au départ, l'engagement, c'est d'abord l'engagement de l'enseignant. Pas d'engagement des élèves s'il n'y a pas l'engagement de l'enseignant. Un enseignant qui va être un modèle de lecteur, qui va lui-même partager ses lectures, qui va lui-même avoir ce que j'appelle, moi, une passion mobilisatrice. Je trouvais que le terme était vraiment intéressant, mais c'est vraiment ce que je souhaite mettre en évidence, une passion mobilisatrice. Cette passion qui va susciter la motivation et l'intérêt des enfants pour les ouvrages. Un enseignant qui va aussi encourager les interactions au sein de sa classe et qui va permettre ces échanges spontanés. Alors évidemment, un environnement, à nouveau, ça peut paraître tout à fait naturel. Je reprends une phrase d'Yves Nadon qui disait que quand on rentre dans un local où on vit des sciences, si c'est un local scientifique, de suite on voit que dans cette classe, les sciences sont importantes. Parce qu'on va y voir peut-être toute une série d'éléments qui vont nous faire penser à des expériences possibles. Mais quand on rentre dans une classe primaire, est-ce qu'on voit que dans cette classe, la lecture est importante ? Je vous invite tous à le faire par rapport à votre classe. Rentrez dans votre classe, regardez votre classe, et quand on y est, est-ce qu'on voit clairement que la lecture est importante ? Comment vit-on la lecture dans cette classe ? Est-ce que les livres sont là, visibles, nombreux ? Est-ce qu'ils sont un peu partout ? Est-ce qu'il y a un espace
qui est dédié au livre et qui est organisé. Comment vit-on la lecture dans la classe? C'est essentiel de se poser la question et d'y réfléchir. Ensuite, évidemment, des occasions qui vont favoriser l'autonomie. Pas d'engagement si on ne peut pas être autonome. On n'a pas envie de s'engager parce que d'autres l'ont décidé à notre place. Il y a toute cette démarche qui doit être une démarche autonome. Alors, pour moi, comment cela va-t-il se construire? Cela va pouvoir se construire autour déjà d'une approche qui va être intégrée. C'est-à-dire que le parler, l'écouter, le lire, l'écrire vont être envisagés, mais d'une manière totalement naturelle. Ça va être logique que quand on va lire un livre, on va avoir envie d'en parler. Peut-être qu'on aura envie d'écouter un père, un ami ou l'enseignant nous lire un extrait de son livre. Et puis, souvent, on a aussi envie d'écrire après une lecture. Soit d'écrire quelques mots, d'écrire un passage, ou peut-être aussi d'avoir l'idée d'être aussi auteur, d'avoir envie de faire une suite à cette histoire, de créer sa propre histoire. Mais ces 4 axes doivent vraiment avoir leur place. L'occasion aussi, évidemment, d'accompagner, d'encourager, de proposer, ça je l'ai déjà dit, de permettre le choix de la lecture, de favoriser des rencontres d'auteurs. On a cette possibilité en Fédération Wallonie-Bruxelles, par le biais d'auteurs en classe. On peut inviter dans des classes des auteurs, donc il ne faut pas priver les enfants de cette possibilité-là. Échanger aussi par rapport à ces lectures. Voici quelques photos de classes, d'enseignants en fait qui ont repensé leur pratique pour essayer d'inscrire le livre au cœur des pratiques. Un grand espace, et moi j'aime bien parler d'un espace dédié à la lecture. Nos amis canadiens vont parler de littératie, et j'aime beaucoup ce concept, parce que le concept de littératie montre bien finalement que le lire et l'écrire, le parler, l'écouter, tous les axes de la langue française sont des axes intégrés et qui ont leur place dans notre vie, dans la société et au cœur de tous les apprentissages. Donc, je préfère parler d'une classe comme celle-ci où on va mettre au cœur de la réflexion la littératie et pas se dire on va construire en classe un coin bibliothèque ou un espace bibliothèque. Pour moi, la bibliothèque, c'est le meuble. Ce n'est pas ce qui s'y joue. Ce qui s'y joue, ce sont toutes les expériences que l'on va penser. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, je vous invite vraiment à y réfléchir. Est-ce que dans votre classe, vous avez une bibliothèque, le meuble, un coin bibliothèque, ou est-ce que dans votre classe, la littératie est au cœur de votre réflexion? Alors, une classe où la littératie est au cœur de la réflexion, mais il y a des livres un peu partout, en fait. Ces classes que je visite, que je rencontre de la première à la 6e année primaire, sont des classes où les livres sont partout, où il y a des temps, beaucoup de temps, où on permet aux enfants de lire. On met en évidence certains auteurs. On va épingler certains auteurs en fonction de projets, en fonction de questionnements. Des enseignants inventifs qui vont récupérer aussi des présentoirs pour ranger les romans, par exemple, qui vont permettre aux enfants de sortir toute une série d'ouvrages des meubles pour les mettre en évidence et les laisser à disposition tout un temps. Des livres hors des bibliothèques, ce n'est pas du désordre. C'est permettre aux enfants de trouver un ouvrage qui va les intéresser et c'est aussi permettre aux enfants justement d'échanger et d'avoir toujours à portée de main la possibilité, en tout cas, d'avoir un ouvrage, un livre. Dès le plus jeune âge, sur une photo, là, dans une classe, dès le plus jeune âge, on voit que les enfants classent ces ouvrages eux-mêmes. Ils imaginent leurs critères de classement. Et les critères de classement vont évoluer en fonction des découvertes et en fonction aussi de la maturité et de l'évolution des lecteurs dans le courant de l'année scolaire. Donc, en première année, on peut avoir vraiment là un classement avec quelques livres d'Anne Brouillard, parce que les enfants ont découvert Anne Brouillard. Les enfants ont fait aussi des découvertes
Donc, on classe les livres de découverte. Les enfants souhaitaient aussi avoir un classement avec leur coup de cœur, pourquoi pas, mais tout est amené à évoluer. C'est vraiment important parce que quand les enfants vont revoir leurs critères de classement, ils vont ressortir les livres des casiers, des armoires, et c'est une façon de se les approprier à nouveau. Je trouve aussi intéressant, comme dans cette classe de 2e année primaire, où les livres des auteurs côtoient les livres des auteurs de la classe. Les enfants sont auteurs dès le plus jeune âge, et les livres qu'ils réalisent rejoignent aussi la bibliothèque. C'est une façon de leur donner une importance. L'environnement favorable, c'est aussi cet aspect esthétique qui n'est pas à négliger. On a par exemple des livres en fonction d'une thématique, mais qui vont être mis sous des présentoirs. C'est montrer que le livre est sérieux, que le livre mérite aussi d'avoir une place de choix et peut être mis en évidence. L'environnement favorable, pour moi, c'est aussi octroyer aux albums ou aux livres amenés de la maison un espace particulier, comme dans cette classe où les livres sont dans un présentoir. Ce sont les albums amenés de la maison et, ou les livres ramenés de la maison, mais avec lesquels les enfants vont pouvoir découvrir, qu'ils vont pouvoir partager aussi avec les autres. C'est faire rentrer la maison à l'école. Et là, je tiens aussi à partager avec vous une remarque de Bernard Friot que j'avais rencontré et qui disait que c'est un aspect absolument pas à négliger. Même si un livre qui est ramené par un enfant vous semble peu intéressant, si l'enfant vous l'amène, c'est que pour lui, ce livre a un intérêt. Et on ne peut pas laisser de côté, je dirais, tout cet aspect affectif, cette relation affective que les enfants peuvent avoir avec les ouvrages. Donc, accueillir un livre amené de la maison, c'est aussi accueillir l'enfant et sa famille à l'école. Un environnement favorable, c'est aussi permettre aux enfants de s'installer de différentes manières. C'est pas forcément, surtout en primaire, lire sur sa chaise et au banc, à table. C'est aussi avoir un espace avec des coussins, de permettre aussi aux enfants de s'éloigner, de s'isoler, parce que pour certains enfants, c'est nécessaire de pouvoir s'isoler pour se plonger dans la lecture. L'environnement favorable. Accepter aussi les choix des enfants. Permettre aux enfants déjà de prendre conscience de ce qu'ils aiment ou de ce qu'ils n'aiment pas. Mais pour prendre conscience de ce que l'on va apprécier ou pas, il faut avoir l'opportunité d'être confronté à de multiples lectures. C'est vraiment ce que j'essaie aussi d'encourager auprès des enseignants que je rencontre. Amenez à vos élèves de multiples lectures, les albums, mais aussi des BD, mais aussi des revues, mais en fait tout ce qui peut se lire, tout ce qui peut se lire à sa place en classe. Et puis laissez-les à disposition des enfants et permettez-leur de donner un avis. J'aime ou je n'aime pas, mais si tu aimes, tu nous dis pourquoi, et si tu n'aimes pas, tu vas aussi nous dire pourquoi. Parce que ce que tu nous diras, ça peut aussi orienter finalement le choix ou non de quelqu'un d'autre. Et on va pouvoir échanger et on va garder des traces de cela. Et le rôle aussi de l'enseignant va être aussi d'élargir ce potentiel des possibles, de permettre à l'enfant de découvrir que peut-être un autre livre pourrait aussi l'intéresser, qu'il n'apprécie pas encore maintenant, mais qu'il pourrait peut-être aimer. S'engager, c'est aussi s'engager en tant que lecteur, expert auprès des plus jeunes, par exemple. S'engager, c'est aussi partager ses traces de lecture avec d'autres. Là, je vous mets une illustration dans une classe où l'enseignante appelle ce moment le soleil de lecture, c'est-à-dire que les enfants peuvent partager par le biais d'une carte mentale toute une série d'éléments qu'ils ont envie de pointer par rapport à une lecture. C'est mis à la disposition des autres, ce qui fait que on peut susciter comme ça le désir des autres de la classe d'aller vers tel ou tel ouvrage. L'engagement, en tout cas tous les enseignants avec qui j'étais amenée à travailler le mettent vraiment au premier plan. L'engagement des enfants est énorme. La motivation est énorme quand ils ont l'occasion de rencontrer des auteurs.
savoir que derrière un ouvrage, il y a un auteur et que cet auteur, on a l'occasion de le rencontrer, c'est fantastique pour les enfants. Toutes ces rencontres d'auteurs sont vraiment à encourager. Rencontre d'auteurs, l'auteur qui va nous parler de ses lectures, qui va aussi nous parler de ce qui fait qu'il est ce qu'il est à l'heure actuelle, qui va nous parler aussi des thématiques qui le motivent, de ses recherches, qui va partager aussi ses carnets de notes. Une rencontre, ça se prépare effectivement. Ça se prépare. Et là aussi, si vous avez entendu la conférence de Thomas Lavacherie, je ne sais pas si, moi je ne l'ai pas encore vu, mais je ne sais pas s'il va vous le dire, mais Thomas Lavacherie notamment, il met vraiment ça en évidence. Quand il est invité en classe, il souhaiterait en tout cas qu'on parle vraiment de sa démarche en tant qu'auteur et qu'on ne lui pose pas des questions basiques, mais qu'on aille vraiment en profondeur dans l'analyse du style de l'auteur et dans la compréhension de l'œuvre de l'auteur. Les enfants en sont capables dès le plus jeune âge. Ils en sont vraiment capables. Pour aider les élèves, certains enseignants mettent en place ce qu'ils appellent des tableaux d'ancrage, c'est-à-dire des pense-bêtes, des tableaux comme ici, tiens, les lecteurs parlent de livres, parce que quand on est lecteur, en général, on a envie de partager nos lectures, bien souvent on a envie d'en parler. Et comment peut-on en parler? On peut dire ce que l'on pense, ce que l'on se demande, ce que l'on ajouterait. On peut vraiment se poser des questions par rapport à la lecture. Ce que je trouve aussi intéressant, et ça je l'ai vu dans des classes dès l'école maternelle, là l'exemple avec le livre de Marine Schneider est en 2e année primaire. C'est ces enfants qui, quand ils ont apprécié une lecture, peuvent y mettre un post-it avec un avis, un peu comme en librairie, ou quand on a une bonne librairie, une librairie où on a les libraires qui lisent des ouvrages, où ils nous partagent en fait leur avis, et bien en classe, pourquoi pas le faire aussi. Ça mobilise énormément les enfants et on voit qu'il y a une émulation naturelle qui naît de par ce fait. Là, vous avez par exemple un enfant de 2e année primaire qui a écrit « Lis ce livre parce qu'il est poétique ». Il a tout compris. Les partenaires, hein, c'est intéressant. C'est vrai que la démarche de lecture peut être une démarche personnelle, mais en classe aussi, si on veut vraiment aborder cet aspect de la socialisation, de pouvoir avoir un partenaire de lecture, de pouvoir échanger avec un partenaire particulier, soit quelqu'un de la classe ou un enfant plus âgé, mais de pouvoir vraiment être ensemble, lire ensemble, prendre de bonnes habitudes ensemble, de pouvoir discuter de nos lectures ensemble, c'est vraiment intéressant. Ça va aussi aider les enfants qui ont peut-être plus de difficultés à entrer dans un livre, d'être avec un autre qui va pouvoir les aider ou leur faire la lecture. Quand je dis leur faire la lecture, c'est vraiment tout cet aspect décodage qui est parfois encore pénible chez les plus jeunes et qui peut être vraiment effectué par un enfant plus âgé. S'intéresser aussi aux personnages, les enfants ont besoin de héros, ils ont besoin, enfin pas que de héros, ils ont besoin de personnages et auxquels ils vont pouvoir aussi je sais plus, je trouve. S'identifier, merci. Je bois un coup sur le champ. Donc les personnages, aussi hyper importants, parce que les enfants ont besoin de héros, et pas que de héros, ils ont vraiment besoin de personnages auxquels ils vont pouvoir s'identifier. C'est vraiment nécessaire, c'est important. Ils le font d'ailleurs naturellement, mais de pouvoir en parler, de voir un peu quelles sont les actions, les paroles, les actes posés par les personnages, discuter des actes posés par tel ou tel personnage, se dire que si toi, tu étais à la place du personnage, aurais-tu posé les mêmes actes? Quels seraient les actes que toi, tu aurais pu poser et pourquoi? Ce sont vraiment des moments hyper importants et qui favorisent réellement l'engagement des élèves. Voilà, je vous ai parlé de l'acculturation, je vous ai parlé de l'engagement. Le 3e point concerne les apprentissages.
Au niveau des apprentissages, je voulais mettre en évidence 4 dimensions, 7 concepts, et alors cette approche intégrée et explicite. Tout d'abord, arrêtons-nous sur cette approche intégrée et explicite pour aller voir, comme au départ, dans les programmes de nos amis qui réussissent un peu mieux les évaluations Peirce, à savoir en Irlande. Et que nous dit le programme en Irlande concernant l'enseignement explicite? Eh bien, on voit apparaître dès le plus jeune âge, dès 4 ans, le travail et l'approche des stratégies en lecture. Il y a un enseignement explicite de stratégies qui vont être au service de la compréhension. Quelle stratégie? Première stratégie, faire des prédictions. C'est ce que font naturellement les enfants, même en famille. Un enfant qui a un livre, qui prend un livre, je vous en montrerai juste après, il voit la couverture, il va déjà faire des prédictions. C'est tout à fait naturel, c'est une démarche naturelle. Mais donc, c'est vraiment encouragé, le fait de faire des prédictions. Le fait aussi d'établir des liens, de faire des liens. Ah oui, ce livre, ah oui, j'ai déjà lu un livre de cet auteur. Ah oui, un livre sur les lapins, j'ai déjà lu un autre livre sur les lapins. Faire des liens entre auteurs, faire des liens entre thématiques. Alors, ce que je vous dis là, c'est vrai que dans certaines familles, ça se fait naturellement. Comme j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, toutes les familles ne sont pas à même de le faire, d'amener les enfants à aborder cela. Donc, l'école a un rôle essentiel à jouer. Prédire, faire des liens et visualiser. Je lis une 4e de couverture. Ce qui va faire qu'en librairie, je vais acheter l'ouvrage. C'est parce que je visualise. Je me fais déjà un film. Les recherches mettent en évidence que les enfants qui sont de bons lecteurs sont des enfants qui visualisent rapidement. C'est vraiment important d'amener les enfants à pouvoir visualiser explicitement. Quand tu lis cette 4e de couverture, tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu sais déjà sur le personnage? Comment le vois-tu? Et puis on rentre dans l'histoire. Le fait de visualiser va aussi permettre aux enfants de s'engager autrement et de mieux comprendre ce qu'ils lisent. Donc dès 4 ans, en Irlande, ces 3 stratégies sont enseignées. À 5 ans, on ajoute questionner. Questionner une œuvre d'auteur. C'est ce que nous disait Thomas Lavacherie. C'est ce qu'il voudrait qu'on puisse faire, et il en parlait même avec des adolescents. Amener les enfants à questionner une œuvre. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce que j'aimerais savoir? Qu'est-ce que l'auteur pourrait m'amener comme éclairage? À 5 ans. En première et en 2e année primaire, on ajoute le fait de contrôler sa compréhension. J'ai un biais de compréhension à un moment donné, ça arrive à tout le monde, même en tant qu'adulte. Je lis un roman, peut-être que j'ai lu, j'ai déchiffré, j'ai un peu perdu le fil, j'ai un biais de compréhension. Qu'est-ce que je fais quand j'ai un biais de compréhension? Qu'est-ce que je peux faire? Tout bon lecteur sait ce qu'il va pouvoir faire. Il retourne en arrière, il prend quelques points de repère, mais les enfants en difficulté sont des enfants qui sont perdus et qui parfois n'ont pas conscience qu'il y a ce biais de compréhension. Donc c'est important de leur enseigner des stratégies qui vont être des stratégies de dépannage, comme disent aussi nos amis canadiens. La stratégie de déterminer ce qui est important, c'est ce qui va suivre les enfants durant toute leur scolarité. Et en général, à nouveau, c'est ce que va faire naturellement tout bon lecteur quand il va parler d'un livre. Il va le résumer. Peut-être un résumé incitatif. S'il ne veut pas dévoiler la fin, il va dire « Oh, je te conseille de lire ce livre ». On donne quelques éléments vraiment essentiels et on ne dévoile pas la fin. C'est tout un apprentissage. Déterminer ce qui est important et pouvoir faire des inférences. En littérature de jeunesse, les inférences, elles sont toujours là. Une œuvre, un livre qui va être un livre de qualité est un livre justement qui va nous demander de faire ces inférences. Il y a plein d'implicites et c'est ça la beauté du texte. Donc ces stratégies, elles sont enseignées dans le programme en Irlande dès les plus jeunes classes, dès l'école maternelle et début de l'école primaire. Elles sont enseignées et puis elles sont travaillées.
peut-être est là aussi la différence par rapport à ce que vivent nos enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cet enseignement explicite des stratégies. Je pars maintenant, je traverse l'océan et je pars au Québec. Je me suis beaucoup intéressée au programme des pays qui étaient en tête de classement, ce que je pouvais comprendre en tout cas en anglais et en français, voir un peu ce qui s'y passait. Et que voit-on dans le programme du Québec, pardon? Au cœur, on voit apprécier les œuvres littéraires. Le programme au niveau du français, de la langue, met au cœur de la réflexion les œuvres littéraires. C'est par le biais des œuvres littéraires qu'on va amener les enfants à lire des textes variés, à écrire des textes variés et à communiquer oralement. Ça me semble être vraiment primordial. Je vous parlais tout à l'heure de 4 dimensions qui peuvent en soi rejoindre les 4 niveaux de compréhension de Peirce. Quelles sont ces 4 dimensions? C'est la compréhension, c'est l'interprétation, c'est la réaction et l'appréciation. Alors pourquoi je vous parle de ces 4 dimensions? Parce que je trouve à nouveau qu'elles méritent d'avoir leur place dans les classes, dès l'école maternelle déjà, première année jusqu'à la 6e primaire et même au-delà. De vraiment amener les enfants à pouvoir, en classe, découvrir ces 4 aspects qui sont complémentaires et qui sont ô combien essentiels. Le premier, en général, il est quand même abordé, c'est la dimension compréhension, comprendre. Et là, on est vraiment, je dirais, en ce qui concerne le droit du récit. C'est-à-dire, que nous dit ce livre explicitement ou implicitement? Je vous donnerai des illustrations juste après. Interpréter, eh bien là, c'est la part qui va être réservée aussi au lecteur. Mais comment peut-on interpréter sans trahir le texte? Interpréter, c'est pas inventer n'importe quoi. Souvent, l'auteur nous laisse des indices dans le texte. Et c'est ce qui va nous guider, c'est ce qui va nous faire réfléchir. On va questionner le texte pour mieux le comprendre. Réagir, c'est tout l'aspect qui va être laissé au lecteur. C'est vraiment le droit du lecteur. Je peux réagir à une lecture comme je le souhaite, avec toute mon affectivité. J'ai le droit d'aimer, j'ai le droit de ne pas apprécier. Je peux prendre position. C'est un droit que j'ai. Et apprécier, c'est vraiment un niveau très complexe, parce que pour apprécier une œuvre, il faut pouvoir, sur cette œuvre, poser un regard qui va être distancié en fonction du texte, mais aussi en fonction d'intentions et de critères que l'on va se fixer. Je vais vous illustrer cela à partir de quelques livres. Illustrons ces 4 dimensions. Alors, donc, tout d'abord, comprendre. Pour comprendre, j'ai choisi le livre d'Anton et Magicien, de Le Connecque. Anton et Magicien, je ne vais pas vous le lire entièrement, juste pour que vous puissiez comprendre le contexte. Anton et Magicien, je vous lis quelques pages. Voici Anton. Anton a un chapeau de magicien, un vrai. Anton va faire de la magie. Il va faire disparaître quelque chose. Cet arbre. Anton fixe l'arbre. Anton fait de la magie. C'est bizarre. L'arbre est toujours là. Peut-être est-il trop grand? Mais il y a un oiseau. L'oiseau est plus petit. Anton fait de la magie. L'oiseau a disparu. Anton est magicien. Les enfants qui vont comprendre vont rigoler, ils vont comprendre tout l'humour propre à ce livre, parce qu'effectivement, on dit qu'Anton fait de la magie, il fixe l'arbre, Anton fait de la magie, et quand on observe l'illustration, on voit bien qu'il ne voit rien.
Alors, il n'arrive pas à faire disparaître l'arbre, pas parce que l'arbre est trop grand, mais fait-il réellement de la magie? Là est la question. Donc, c'est là où il faudra vraiment amener les enfants à discuter et à réfléchir sur les propos finalement de l'auteur et tout l'humour qu'il amène au travers de ce livre. Alors, Anton fait de la magie, l'oiseau a disparu, Anton est magicien. Nous avons vu à la page précédente que l'oiseau s'est envolé. Voilà, là on est vraiment dans la dimension comprendre, parce qu'on peut amener les enfants à comprendre l'histoire en prélevant des indices à la fois dans le texte et dans l'image. On est vraiment dans quelque chose qui est explicite au travers de l'illustration, mais implicite dans le texte. Donc il y a tout ce rapport texte-image qui va vraiment être fondamental dans cet ouvrage pour aider les enfants à comprendre. Interpréter, j'ai pris un classique du genre, Ami Ami, de Rascal et Girel, aux éditions Pastel. Alors, est-ce que cette amitié est possible entre un loup et entre un lapin que tout sépare? Nous avons un petit lapin qui rêve d'un ami, nous avons un loup qui lui aussi rêve d'un ami, chacun dans sa maison. Une maison blanche, petite maison blanche pour le lapin, grande maison noire pour le loup, et chacun se projette dans cette amitié et il met vraiment toute une série d'éléments, de sentiments et surtout de souhaits jusqu'au moment de la rencontre qui arrive d'ailleurs assez tardivement. Je vous passe beaucoup de détails parce que ce livre est vraiment très très intéressant, parce que les paroles du loup font écho aux paroles du lapin. Nous avons ce moment de la rencontre où le grand méchant loup descendit tout en bas de la vallée où vivait le gentil petit lapin. Il l'aperçut en bordure d'un chemin de terre où poussait pêle-mêle de la luzerne, des fleurs des champs. Lorsque le loup arriva à sa hauteur, le lapin sursauta et, ne sachant trop que faire, lui tendit la brassée de coquelicots qu'il venait de cueillir. Alors le grand méchant loup prend le lapin par la main, mais le lapin a crié, il ne veut absolument pas être son ami. Je ne veux pas de toi comme ami. Je veux que mon ami soit petit, toi tu es grand. Je veux que mon ami aime les légumes et toi tu aimes la viande. Je veux que mon ami sache dessiner et tes dessins doivent être affreux. Vraiment, je ne veux pas de toi comme ami. Je veux que mon ami soit joueur, collectionneur et tu ne dois pas l'être. Le grand méchant loup arriva devant sa grande maison noire. D'un double tour de clé, il ouvrit la grande porte sombre, il la referma et dit au petit lapin, « Moi, je t'aime comme tu es. » Et l'histoire se termine sur cette phrase énigmatique laissée par Rascal, « Moi, je t'aime comme tu es. » La part d'interprétation, elle est là. On va pouvoir prélever toute une série d'indices. Pour l'avoir vécu avec des enfants, les enfants de 3e année primaire, par exemple, ils vont pouvoir prélever des indices. Est-ce que le loup veut vraiment un ami? Il a l'air d'attendre à un moment donné un ami, mais bon, il dresse la table pour lui tout seul. Il attend un ami. Mais il dresse quand même la table pour lui tout seul. Et puis alors, dans cette réplique finale, « Je t'aime comme tu es », est-ce que Rascal ne nous laisse pas un message? Je t'aime comme tu es, je t'aime comme tu es, peut-être. Et déjà dans le titre, Ami, ami, si on récite très très rapidement, ami, 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 ami. Quel est le message laissé par Rascal? Avec toute une série de jeux de mots aussi. Je t'aimerai tendrement, dit le loup, je t'aimerai immensément. Enfin voilà, donc c'est vraiment un titre qui permet ce travail interprétatif avec les enfants. On ne trahit pas le texte, on prend des éléments dans le texte.
pour réagir, pour amener les enfants vraiment à porter un jugement affectif, ce droit du lecteur de prendre position, mais je vous ai choisi le livre Yacouba de Thierry de Dieu. C'est vraiment un livre, enfin, ce fut un livre coup de cœur à l'époque et il a toujours une très très bonne place dans ma bibliothèque parce qu'il va vraiment amener les enfants justement à pouvoir prendre position. Donc, cette histoire se passe en Afrique. On nous parle des rites et de la culture africaine. Je vous le résume, hein, mais je vous invite vraiment à le lire dans son entièreté. Donc, c'est un jour important parce que dans cette tribu, c'est le jour où on va rassembler tous les enfants et on va désigner les enfants qui sont en âge de devenir des guerriers. Et donc, pour Yacouba, c'est un grand jour. C'est un jour très, très important. On voit toute la force de l'illustration. On voit le poids finalement que les adultes lui mettent sur les épaules. Et quel est le rite? Eh bien, pour prouver son courage, il va falloir partir seul et affronter le lion. Donc, on va suivre les péripéties de Yacouba et on va pas que le suivre dans ses péripéties, on va vraiment ressentir aussi toutes les émotions qui vont l'habiter. Parce que bon, le soleil, c'est un soleil de plomb, il va devoir marcher, il va devoir franchir les ravins, déjà tout cela, déjà ce périple jusqu'au lion, c'est déjà quelque chose qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, en ayant peu d'eau. Le jour comme la nuit, il va devoir épier. On nous parle de sa peur, la peur qui serre le ventre, évidemment, jusqu'au moment de cette rencontre avec le lion. Avec une image aussi très très puissante, tout en noir et blanc et sans texte. Alors, Yacouba s'arme de courage, s'élance pour combattre, mais il croise le regard du lion, un regard profond, on peut vraiment lire dans ses yeux, et que va lui dire le lion? Comme tu peux le voir, je suis blessé. J'ai combattu toute la nuit contre un rival féroce. Tu n'aurais donc aucun mal à venir à bout de mes forces. Soit tu me tues sans gloire et tu passes pour un homme aux yeux de tes frères, soit tu me laisses la vie sauve et à tes propres yeux tu sors grandi, mais banni tu le seras par tes pairs. Tu as la nuit pour réfléchir. C'est une réflexion que j'ai menée avec mon collègue dans une classe de 5e année primaire, dans une classe où la littérature est très très peu présente, où les enfants ont plutôt l'habitude de rencontrer des textes, mais des textes photocopiés, des textes très courts. Et on s'est dit que ça serait quand même intéressant de poser la question aux enfants en disant « Si tu étais à la place de Yacouba, que ferais-tu et pourquoi ?» Une enseignante terrifiée à l'idée que les enfants ne puissent rien écrire et ne rien dire, parce que beaucoup d'enfants ne maîtrisaient pas le français. On était dans une classe encadrement différencié de niveau 3, donc avec beaucoup d'enfants qui ne parlent pas le français à la maison. Juste une première lecture du livre sans commentaire, et voilà ce qu'ont écrit des enfants. Donc, est-ce que si tu étais à la place de Yacouba, que ferais-tu et pourquoi? Cet enfant nous dit non, donc non, je ne tuerai pas le lion, parce que chaque être a droit à sa vie. Et même si je dois me faire bannir, je ferai comprendre à mes pères qu'il y a d'autres moyens de prouver que je peux être un homme. On voit l'utilisation des mots du texte, bannir, faire comprendre à mes pères. Un vocabulaire qui ressort totalement naturellement avec des enfants dont le français n'est pas la langue maternelle. Au bout d'une seule lecture. Je crois que c'est vraiment important parce qu'après, je vous montrerai d'autres textes écrits par les enfants et le pouvoir des mots au travers de la littérature de jeunesse. Ici, on a un autre enfant qui nous dit « Je vais tuer le lion pour ne pas être banni. »
Il a aussi compris toute la force du mot bannir, sans qu'on lui explique, on n'a pas besoin de leur expliquer. Le contexte du livre et les illustrations de Dieu sont tellement puissantes qu'il n'y a pas besoin d'en ajouter. Tout est là. Un autre enfant lui dit, si j'étais Yacouba, je ne tuerais pas le lion parce que le lion n'a rien fait. Il n'a pas blessé. Et même si je l'avais, je corrige la grammaire, l'avait tué, il n'y aurait pas de gloire de tuer un animal blessé, car la fête sacrée dit qu'il faut tuer le lion et qu'il faut lutter contre lui. Donc encore un enfant qui a vraiment bien compris toutes les valeurs que voulait mettre en lumière l'auteur. Donc ce travail, je dirais, où on va amener les enfants à réagir, il est vraiment fondamental. Parce que les enfants se dévoilent et on peut avoir aussi avec eux vraiment des discussions très, très intéressantes. Apprécier, c'est vraiment aussi pouvoir donc poser ce regard distancié. Là, je voulais vous présenter 2 livres que je mets en réseau parce que dans chacun de ces livres, il est question d'une promesse. Alors là, je ne vais pas aller plus loin que la couverture parce que le temps me manquera, mais je vous invite aussi à les découvrir et voir aussi, tiens, le titre nous parle d'une promesse, est-il toujours possible de tenir une promesse? Quels sont les éléments à prendre en compte? Alors dans le livre de Rascal et de Régis Lejon, La promesse de l'ogre, il est question de filiation, il est question d'identité, de construction d'identité, avec cet enfant qui a un papa ogre et qui, lui, ne veut absolument pas l'être. Il se rêve d'une autre vie. Et il souhaiterait aussi que son père ne tue plus les enfants. Donc, il y a vraiment toute une question sur l'identité qui est hyper bien amenée par l'auteur et qui va permettre aux enfants de relever toute une série d'éléments propres à la filiation, propres à la construction de l'identité et au fait, est-ce que l'ogre est capable, vu sa personnalité, de tenir la promesse qu'il va faire à son fils? On peut vraiment voir ce débat en classe avec les enfants. D'ailleurs, une enseignante que je connais vient de l'avoir et a partagé toutes les réflexions qui ont été si riches au sein de sa classe de 6e année primaire. Et alors là, bon, pour des plus jeunes, mais il s'agit aussi d'une promesse. On a une chenille et un tétard qui s'aiment, qui s'apprécient, ils sont amis. Et ils se promettent aussi que leur amitié sera durable. Mais dans la vie, on peut être amené à changer. La chenille deviendra papillon, le tétard deviendra grenouille, et on sait que la grenouille va manger le papillon. Alors voilà, on peut vraiment avec les enfants là avoir une appréciation très très fine en repartant du texte de l'auteur et en mettant en lumière une série de phrases, une série de réflexions. Et je dirais que l'appréciation, elle doit être couplée à la réaction. On va apprécier, on va. Donc après les 4 dimensions de la lecture, 7 concepts liés à la littérature que je souhaitais épingler. Je dirais que ces concepts ne sont pas neufs, hein, absolument pas. Moi, je les ai envisagés ensemble parce qu'ils me semblent être vraiment indispensables à la fois à la compréhension des œuvres littéraires, mais ce sont aussi de très bons supports pour amener les enfants après à avoir une posture d'auteur. Quels sont ces concepts? Le premier, c'est le rapport texte-image. C'est important que les enfants prennent conscience qu'au sein d'un livre de littérature de jeunesse, on n'a pas toujours le même rapport texte-image. C'est un élément clé. Premier type de rapport texte-image, c'est ce qu'on va appeler un rapport redondant. C'est-à-dire qu'on va avoir un texte qui nous dit ce qui est illustré. L'illustration redit aussi ce qu'on peut lire. Donc, un exemple, il était une fois 4 amis, un cochon, un canard, un chat et une petite poule rousse. Quand on voit les illustrations, on n'est absolument pas surpris. Dans ce livre, on retrouve quand même énormément de redondance entre le texte et l'image. C'est un rapport spécifique. Maintenant, c'est nécessaire que les enfants se rendent compte que ce n'est pas le seul rapport qu'ils vont trouver en littérature de jeunesse. C'est souvent source aussi de problèmes de compréhension, quand ils pensent que le texte nous dit toujours ce qui est illustré ou inversement.
Un autre type de rapport texte-image, et c'est certainement le plus courant en littérature de jeunesse, c'est la complémentarité. Pour comprendre l'histoire, il faut pouvoir aussi faire ce lien entre le texte et l'image. Je m'arrête sur une page spécifique du livre « Le jour où j'ai perdu mes super pouvoirs ». Je vous lis le texte et puis je vous montre les illustrations. Mon super pouvoir préféré, c'est de faire disparaître les choses. Il me suffit d'un peu de concentration et hop, disparu. Par contre, ça ne marche pas tout le temps. Là, je dirais, ce rapport complémentaire entre le texte et l'image, il est vraiment essentiel pour comprendre ce que vont dire les enfants qui ont vous compris. Ben oui, en fait, elle adore les friandises, elle adore les gâteaux, mais elle n'aime pas les légumes. C'est pour ça qu'elle dit que ça ne marche pas toujours. C'est parce qu'elle n'aime pas les légumes. Autre rapport, c'est un rapport totalement divergent. Et celui-là, il peut vraiment étonner. C'est celui qu'on va avoir dans l'Afrique de Zygomar de Philippe Corentin et celui qu'on va retrouver ici aussi chez Gilles Bachelet dans Mon chat le plus bête du monde. Au travers de cet album, on va nous parler d'un chat et de tout ce qu'un chat peut faire. Or, sur chacune des illustrations, on va retrouver un éléphant. Ce qui peut vraiment perturber des enfants qui s'attendent à voir ce qui est écrit. Donc vraiment, je vous invite à proposer à vos élèves une variété d'ouvrages qui va rencontrer ces trois types de rapports. Une redondance, bien entendu, c'est important, si pour des enfants qui ne maîtrisent pas la langue ou des enfants qui vont se construire aussi le vocabulaire en français, mais un rapport complémentaire et un rapport divergent. Ça, c'est vraiment un premier concept clé. Second concept clé, parce qu'on n'y prête pas toujours attention et pourtant c'est tellement important. Et à nouveau, en tant que lecteur, c'est un élément auquel on est hyper attentif. C'est ce que j'appelle les paratextes. Paratexte, c'est-à-dire s'arrêter sur un titre, s'arrêter en fait sur tous les éléments qui ne font pas directement partie de l'histoire et qui pourtant nous donnent plein d'indications sur le contenu de l'histoire. Le titre, l'auteur, la quatrième de couverture. J'y reviens, mais en tant qu'adulte expert ou lecteur expert qui va aller en librairie, en bibliothèque, on va effectuer un choix d'ouvrage à partir des paratextes. Tiens, ce titre, il m'inspire. Ah, c'est de tel auteur. Ah oui, je le connais, j'ai envie de lire. Mais avant de l'acheter, quand même, je vais lire la quatrième de couverture. Ok, ça me motive. Un autre élément aussi que certains auteurs inscrivent dans les paratextes, c'est le début de texte. Et c'est aussi important d'enseigner aux enfants que pour savoir si un livre peut plaire, on peut aussi s'arrêter à un début de texte. Par exemple, les inviter à lire un premier chapitre. À nouveau, ça peut vous paraître évident, mais les enfants n'ont pas. Si on ne leur dit pas, si on ne les habitue pas, ils ne vont pas forcément y penser. Vois un peu, ce livre, il pourrait t'intéresser. Pourquoi? Eh bien, il y a un titre, L'œil du loup. Ah oui, ça m'intéresse déjà. Daniel Pénac. Oui, j'ai peut-être lu d'autres romans de Daniel Pénac. Je lis le résumé à la quatrième de couverture. Que me dit ce résumé? On me parle d'un zoo, on me parle d'un enfant et d'un vieux loup qui est borgne, qui fixe en fait l'enfant. C'est assez intéressant. On parle d'une vie sauvage en Alaska. Je pars déjà en voyage, j'ai déjà envie de le lire. Mais je peux ne pas m'arrêter là. Je peux lire le premier chapitre ou les premières pages et me dire, oui, effectivement, j'ai envie d'en savoir plus. Pour moi, ça fait aussi partie des paratextes et c'est à nouveau quelque chose à apprendre aux enfants. Quand j'y ai à apprendre, pas d'une manière scolaire, mais à leur faire découvrir et à montrer tout l'intérêt des paratextes. Autres paratextes qui ont aussi vraiment toute leur importance, ce sont les pages de garde. Beaucoup d'auteurs jouent avec les pages de garde. Je parlais l'autre fois avec Catherine Pineur dans Va-t'en Alfred et Tella Alfred. Eh bien, la page de garde du début et celle de la fin, elles sont différentes parce qu'elles nous amènent déjà des éléments qui vont permettre d'anticiper l'histoire. C'est important que les enfants soient informés que les pages de garde peuvent, pas toujours, mais ont très très souvent en tout cas une signification. Et Françoise Rogier notamment, dans ce livre Un tour de cochon, mais l'histoire débute et finit sur les pages de garde. Alors, à nouveau,
j'en reviens aux stratégies où on pourrait faire des prédictions. Et quand on voit au début ce loup, voilà, assis avec un livre entre les mains, on voit des magnettes de cochon, de jambon sur son frigo, on voit qu'il y a un livre de cuisine, on voit que tout est bon dans le cochon, on a toute une série d'indices. Et puis qu'à la fin, que voit-on à la fin? Oh, on voit le même loup, on voit d'autres magnettes, des magnettes de légumes, on voit qu'il y a un livre vert, c'est un livre qui nous parle de fruits et de légumes, et sur la table, on a des livres qui nous parlent aussi des fruits et de légumes. Les enfants vont très vite comprendre que ce loup, qui au départ était carnivore, est devenu végétarien. Mais qu'a-t-il pu se passer dans l'histoire? Donc, les pages de garde nous donnent déjà toute une série d'indices pour entrer dans l'histoire. Ils font partie des paratextes. Donc, j'insiste, mais le rapport texte-image, les paratextes sont des éléments vraiment importants et essentiels. Autre élément, l'intertextualité. Qu'est-ce que l'intertextualité? Et ça va aussi rassurer pas mal d'enfants, de comprendre qu'en fait, un auteur, quand il crée, ne crée pas à partir de rien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il a ses sources d'inspiration. Des sources diverses. C'est aussi des sujets qui vont l'animer. Vraiment, ce qui fait sens pour lui. Françoise Rogier adorait les contes quand elle était petite. Elle a eu la chance, m'avait-elle dit un jour, d'avoir des parents, mais qui l'ont plongée dans l'univers des contes et qui lui ont raconté tous les contes traditionnels. Et ça l'a complètement habité, ça l'a tellement habité que maintenant, elle a énormément de livres qui nous parlent des contes. Un tour de cochon, 3 petits cochons, mais avec plein d'indices vers d'autres contes. C'est pour mieux de te manger. Voilà, c'est une version, une autre version du Petit Chaperon rouge. Et dans Rose Cochon, c'est l'histoire d'une petite fille qui rêve d'avoir un cochon. Il y a plein d'allusions aux contes traditionnels aussi. C'est ce qu'on va appeler l'intertextualité. C'est que quand un auteur écrit une œuvre, on peut vraiment retrouver des liens avec d'autres œuvres. Beaucoup d'auteurs le font. Tommy Ungerer, qui est un grand auteur en littérature de jeunesse, il a vraiment suscité beaucoup de vocations et beaucoup d'auteurs se sont inspirés soit de ses personnages, soit de sa logique narrative. Mais voilà, c'est vraiment important de le savoir et de le dire aux enfants parce que ça va aussi les rassurer. Si tu écris à ton tour, tu peux t'inspirer des grands auteurs pour écrire. C'est permis, on s'inspire. Les frères Grimm, qui ont écrit leurs contes, se sont inspirés des contes de Perrault. Et toutes les parodies qui existent à l'heure actuelle ont aussi une base. Voilà, donc ça, c'est l'intertextualité. Je pourrais vraiment vous en parler bien plus longuement, parce que c'est un concept très riche, mais retenez vraiment cette idée d'une œuvre prend sens parce qu'elle s'inscrit dans un patrimoine beaucoup plus large. Autre aspect, autre élément hyper important aussi, c'est la notion de personnage. Que les enfants puissent prendre conscience que les auteurs sont accrochés et réfléchissent à leur personnage. J'imagine que Thomas Lavacherie, dans sa conférence, a certainement dû mettre ça en évidence. Il soigne ses personnages. Il prend le temps de leur écrire une vie. Il prend des notes concernant le personnage pour être le plus près possible d'une réalité et qu'il n'y ait pas des biais non plus au travers de son histoire. Il leur réalise une carte d'identité. Il m'avait expliqué qu'il leur réalise une carte d'identité. Quand est-il né? Où est-il né? Quels sont ses parents? Quels sont ses liens de filiation? Donc, c'est toute une création autour du personnage. Les auteurs sont vraiment accrochés à leur personnage. Alors, on les retrouve parfois dans une collection comme ici Thor et les gnomes, où on a d'autres titres en roman autour de Thor. Donc, certains auteurs sont tellement aussi accrochés à leur personnage que ce personnage s'inscrit dans une série. C'est le cas de Thor. On retrouve plusieurs tomes qui mettent en jeu ce personnage de Thor. Anne Brouillard, avec Killiok, pareil, on retrouve son chien Killiok dans des livres précédents. Ce sont des découvertes que l'on peut mettre en évidence avec les enfants. Souvent, un auteur pense ses personnages et s'accroche à ses personnages, donne vie, leur donne des actions, ils y mettent aussi toute une série de valeurs
Et à leur tour, quand les enfants vont créer leurs propres personnages, quand ils créeront leurs propres histoires, ils peuvent aussi le faire sans aucun souci. Donc, la notion de personnage, prendre un livre et mettre un focus sur un personnage, c'est aussi hyper important. C'est un point que je souhaitais mettre en évidence. Un autre point, c'est la question de point de vue. Quand un auteur écrit un texte, il se positionne et il pose un point de vue sur le monde. Très très belle illustration, je trouve, c'est ces deux livres d'Anthony Brown. D'abord Promenade au parc, d'abord Promenade au parc, qui est la première version, qui nous raconte en fait sous la forme d'une narration une visite au parc de deux familles différentes venant de deux milieux différents. Une maman assez bourgeoise avec son fils Charles, un papa qui est dans une situation beaucoup plus précaire. Et ces deux familles se rendent au parc avec leur chien. Et si on voit à un moment donné que les enfants rentrent en relation, parce que c'est naturel chez les enfants de rentrer en relation, il n'y a pas la barrière forcément sociale. Donc cette page, elle nous le montre. On voit les deux enfants qui sont quand même plutôt proches. Et on voit les parents qui sont chacun à un bout du banc. Et par contre, on voit les chiens qui, tout au loin, jouent ensemble parce qu'ils n'ont absolument aucune barrière. C'est un résumé très bref en fait de ce splendide album. Et ce que je voulais surtout mettre en évidence, c'est ces questions de point de vue. Dans ce livre, Anthony Brown nous conte cette histoire d'une seule voix, la voix d'un narrateur qui est externe. Mais peu convaincu par cette première version, par la suite, c'est ce qu'il explique dans un de ses écrits, il a souhaité revoir son texte et réécrire l'histoire, mais en la transformant en histoire à 4 voix. Où on va avoir dans cette histoire les 4 points de vue des personnages principaux. À savoir, la première voix va être celle de la maman, issue d'un milieu très bourgeois, une personne assez hermétique, peu attentive finalement aussi aux sentiments que peut vivre son fils. La deuxième voix est la voix du papa, en situation précaire, sans travail, un petit peu dépressif. La troisième voix est la voix du petit garçon, Charles, qui se sent isolé, seul, et vraiment qui vit, on le voit d'ailleurs sur cette illustration, qui vit tout le poids de cette relation écrasante de sa mère, qui est présente partout, à la fois dans les nuages et dans les arbres, dans les réverbères, avec un petit clin d'œil. Je parlais tout à l'heure de l'intertextualité, mais aussi l'intertextualité ici au niveau des illustrations, avec un clin d'œil à Magritte notamment. Et la quatrième voix qui est la voix de la petite fille. Qui, elle, est très, très joueuse. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, même si je vous ai montré que quelques illustrations, au fil du livre, on voit aussi les différentes saisons qui sont associées chaque fois au sentiment des personnages. L'automne pour la maman, l'hiver dans la vie du papa, au départ l'hiver dans la vie de Charles, et puis le printemps au moment de sa rencontre avec la petite fille, et l'été dans la vie de cette petite fille qui est pleine de joie. Donc voilà, montrer aux enfants que dans les ouvrages, on a aussi un point de vue ou parfois des points de vue. Je voulais aussi vous présenter l'excellent roman La classe des mammouths, où l'histoire est racontée au travers du point de vue des différents élèves qui composent la classe. Donc, l'école s'est transformée en un champ de fouilles parce qu'on a retrouvé une défense de mammouth
qui est arrivé tout droit de la préhistoire. Donc, vous imaginez déjà le contexte et la motivation des élèves. Et puis, bon, la classe va se questionner justement sur la préhistoire, sur la place de la femme, la place des hommes dans cette société préhistorique, mais à la fois préhistorique et à l'heure actuelle, quelle est la place finalement des uns et des autres. Donc, ce roman questionne aussi toute la question du genre, donc vraiment assez intéressant, et on peut vraiment aborder des points de vue. L'histoire se construit au travers de différents points de vue. Voilà, la question de point de vue, la notion de point de vue. Sixième point aussi, la mise en réseau, parce qu'un livre, c'est bien, plusieurs livres, c'est encore mieux. On comprendra d'autant mieux une histoire si on peut la mettre en relation, je vous l'ai déjà dit. Si je pars, par exemple, de l'Oïgone, plus de place de l'Oïgone. L'Oïgone s'est inspiré d'un conte traditionnel russe, la moufle. Il existe de multitudes de versions de la moufle, j'en ai apporté une, il en existe tellement, donc c'est aussi important de montrer aux enfants que, à nouveau, hein, il y a des sources d'inspiration, mais qui prennent naissance dans d'autres textes et qu'on peut les mettre en réseau. On peut les mettre en réseau en fonction ici d'un texte, d'un conte traditionnel qui est le même, mais on peut aussi, pourquoi pas, mettre en réseau en fonction d'un procédé d'écriture. Donc, le petit bonhomme de pain d'épices, c'est aussi une histoire à structure répétitive où on a les personnages qui s'accumulent. Donc, on a une structure répétitive et accumulative. On a différents personnages qui s'ajoutent et qui s'ajoutent, comme on peut aussi avoir une structure répétitive dans Poussin Noir. Donc, on peut vraiment, les mises en réseau, c'est de rapprocher des livres pour aider les enfants à faire des liens, en fait. Et plus on pourra faire des liens, et plus on pourra aussi comprendre ce que l'on dit. Le dernier point que je voulais mettre en évidence au niveau des concepts, c'est ce que j'appelle aussi la symbolique, un élément clé, la symbolique. C'est l'ensemble des valeurs, c'est l'ensemble des émotions. Je dis souvent aux enseignants que je rencontre, vous voulez parler des émotions? Prenez le livre Chien bleu, tout y est. Oui, il y a plein de livres qui vont parler des émotions. Je ne vais pas en citer parce que je ne voudrais pas en épingler, mais il y a des livres très spécifiques qui s'intitulent Les émotions. OK? Mais dans Chien bleu, on est dans l'implicite. Et elles y sont au travers, finalement, des deux personnages principaux, Chien bleu et la petite fille Charlotte. Tout est là, tout est dit. Et les enfants le perçoivent très, très bien. On n'a pas besoin de forcément mettre des mots. Les mots, ils viendront. Ils viendront par la lecture du livre et par la découverte, finalement, des différents personnages. Très, très belle réussite, ce livre. C'est vraiment un classique. Si vous ne le connaissez pas, il faut absolument avoir une place dans votre bibliothèque. Donc, ces concepts clés de la littérature dont je viens de parler et qui ont tellement d'importance pour appréhender les œuvres littéraires auront aussi tout leur sens quand on va amener les enfants à écrire. Et quand je dis quand on va amener les enfants à écrire, moi je dirais l'écriture, elle doit être associée à la lecture. Autant la lecture devrait être naturelle, autant l'écriture devrait l'être aussi dans les classes. Dès le plus jeune âge, les enfants ont des choses à dire et peuvent les dire par écrit. Et la mise en place de ces temps aussi d'écriture, dès le plus jeune âge, vont faire que les enfants vont à la fois développer un comportement d'auteur, mais un comportement de lecteur. Les deux sont fortement associés. Je parle vraiment par expérience. Les classes où on permet aux enfants d'écrire sont des classes où les enfants lisent beaucoup aussi. Et plus les enfants lisent, et plus ils ont envie d'écrire. Donc, ça peut paraître tout simple quand j'entends dire que les productions des élèves sont de piètre qualité, que les enfants n'ont pas de vocabulaire, que les enfants produisent des textes très très courts, qu'ils n'ont pas d'idées. Donnons-leur des livres, faisons-leur la lecture, mettons au cœur de nos pratiques la littérature et l'écrit suivra très très rapidement. Et là, je vous parle vraiment par expérience. Donc, je vais partager là quelques traces de réalisation d'élèves. Et là, je voulais vraiment m'arrêter sur ce que font déjà les enseignants en maternelle. Même si mon intervention concerne plus les primaires, allons voir un peu ce que font les maternelles. Et là, on est dans une classe de M3 où des enfants, mais qui ont des livres à portée de main au quotidien, à qui l'enseignante lit beaucoup, où on reçoit aussi beaucoup d'auteurs.
où les enfants sont pris au sérieux. On les considère comme étant auteurs. Il y a d'ailleurs en classe une chaise prévue pour les auteurs, c'est-à-dire que quand les enfants ont écrit une histoire, ils peuvent s'asseoir sur la chaise de l'auteur et ils présentent leur histoire. Donc, il y a une émulation qui naît. Et là, vous avez une production du milieu d'une année scolaire, donc en janvier dernier, dans une classe de 3e maternelle, où on voit des enfants qui écrivent sérieusement une histoire, qui l'illustrent, on voit apparaître des mots, et l'histoire est déjà pas mal construite pour les enfants de 5 ans. Au-dessus, on voit apparaître le lapin de Stéphanie Blake, qui a inspiré cet enfant et qui nous raconte une histoire de princesse de maison et de marraine et qui a pu aller trouver les mots nécessaires pour nous raconter l'histoire à travers de mots étiquettes. Mais on est encore avec des enfants de M3. On voit à quel point, quand les livres sont disponibles, eh bien, les idées viennent et l'envie d'écrire, elle est présente. En dessous, vous avez un texte qui a été écrit par un enfant de 1re année primaire. Parfois, quand je le montre, on me dit non, c'est pas possible qu'un enfant de 1re année écrive déjà comme ça. Ben si. Et si, si. Il faut aussi leur faire confiance et il faut vraiment, vraiment encourager l'expression libre en les outillant par le biais de lecture. Donc là, cet enfant, elle nous raconte une histoire de Saint-Nicolas. Évidemment, l'orthographe est approximative parce qu'on a un enfant de 1re année qui découvre le code. Mais ce qui compte dans ce contexte, parce que l'orthographe, on va l'améliorer, ce qui compte, c'est que l'enfant a déjà quelque chose à nous dire, qu'elle arrive à faire passer un message et surtout qu'elle a envie d'écrire. Donc le sens est vraiment bien présent. Elle nous parle qu'un jour, elle a mis une chaussure et puis qu'elle a aussi mis un biscuit, un verre d'eau pour l'âne et pour son âne et une carotte. Bon, là, on se doute qu'elle nous parle de Saint-Nicolas. Donc, elle était très curieuse de voir ce que Saint-Nicolas allait pouvoir mettre dans sa chaussure le matin. Pendant la nuit, elle ne pouvait pas dormir car elle était vraiment excitée de voir ce qu'il avait déposé dans sa chaussure. Je vous montre juste une double page, mais l'histoire fait plusieurs doubles pages. Et on est en 1re année. Alors, ces enfants qui sont mis dans une posture d'auteur dès le plus jeune âge, quand ce sont des pratiques récurrentes au sein d'une école, vous allez voir que les écrits vont évoluer très, très rapidement, toujours en ayant des textes sources. Ce que disent les enseignants, c'est qu'on s'inspire des auteurs et on peut s'inspirer des auteurs pour écrire à notre tour. Voilà une production en 2e année primaire, à partir d'Hiro, Hiver et Marshmallow, qui a inspiré un enfant qui a voulu écrire une lettre aux parents d'Hiro, parce qu'Hiro s'en va. Mais les parents risquent d'être inquiets. Donc cet enfant, naturellement, spontanément, a voulu écrire une lettre. Et que dit-il? Il dit « Chers parents, je suis parti faire un tour dehors. Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien. Je reviendrai à la tombée de la lune. J'ai faim et mon cœur a besoin d'aller faire un petit tour. J'ai tout pris dans mon sac, c'est-à-dire un pot de miel, un peigne, un nounours. En gros, j'ai tout ce que je dois avoir. Désolée de vous avoir désobéi. Gros bisous, Hiro. » Donc on voit que la lecture a fortement inspiré l'écrit, hein, parce que c'est vrai qu'Hiro a un sac à dos, il y a des mots qui reviennent, mais c'est un écrit d'un enfant de 7 ans. J'ai aussi beaucoup apprécié le texte d'Antoine qui, lui, a été inspiré par les marshmallows. En 1re année primaire, il a fait carrément l'hymne des marshmallows. Donc, oh marshmallow, bon marshmallow, quand j'essaie de lire, hein, quand je te dévore, bon marshmallow, quand je vais au magasin, c'est toi que je prends le premier, combien tout est rose, tu sens si bon, marshmallow, à la première bouchée, c'est si bon, trop bon, marshmallow, à la 2e bouchée, je me dis, je vais tout manger, à la 3e bouchée, je me dis, joli marshmallow, à la 4e bouchée, je dévore tout. On sent quand même qu'il y a déjà une construction d'un texte là derrière, avec un enfant de 1re année primaire. Puis en 2e année primaire, toujours à partir du livre de Marine Schneider, c'est un enfant qui lui a écrit plutôt un texte poétique. Rien n'est plus beau que les illustrations de Marine Schneider, que l'hiver froid qui pique les joues, que l'amitié de Hiro et Émile, qu'un câlin de Hiro. En fait, rien n'est plus beau que les illustrations de l'hiver avec l'amitié de Hiro.
Ils sont inspirés, ces enfants. Et ce ne sont pas des productions exceptionnelles, j'en ai énormément, énormément, énormément. Et quand les enseignants s'y risquent, eux-mêmes sont enchantés de voir à quel point les enfants peuvent écrire. Les enfants actuellement des choses à dire. Ils ne demandent que ça. Laissons-leur l'espace, donnons-leur des outils et les productions suivront. Alors là, je ne pouvais pas passer à côté de ce texte qui m'a tellement interpellée quand je l'ai reçu dans ma boîte mail d'une enseignante. Elle ne m'avait pas de suite dit qu'elle avait découvert les albums de Mélanie Rutten. Et on sent que cet enfant a été fortement inspiré par Mélanie Rutten. Et ça, je ne le savais pas de suite. J'ai assez vite compris quand j'ai vu le mot cétoine dorée. J'ai tout de suite pensé à Mélanie Rutten. Mais le texte, au départ, m'a interpellée. Donc, c'est vraiment une fiction, mais c'est tellement, tellement bien écrit. Là, on est avec un enfant de 5e année primaire. Encore un anniversaire de passé, j'ai toujours cette impression d'être une boîte vide. Les seules choses qui sont colorées dans ma vie sont les pelotes de laine qui trônent sur mon étagère à côté de mon petit Jeunet. Depuis longtemps, pour prendre des décisions, je m'en remets au hasard, sans jamais vraiment me sentir à ma place. Dans ma vie, j'emprunte n'importe quel chemin, sans savoir de quoi il pourrait être jalonné. J'en oublie même de collectionner les instants rares, et ces petits bouts d'instants tellement importants ne valent plus rien pour moi. J'ai pourtant essayé de consolider ma vie, mais les cauchemars finissent toujours par me rattraper. J'ai tout fait pour me chercher. Mais maintenant, avant de sauter, je prends le temps pour la dernière fois, je prends le temps de regarder pour la dernière fois une cétoine dorée s'envoler. La petite fille va très très bien, et c'est juste complètement, oui, parce que moi ça m'a fait un peu fait peur, j'avoue, mais elle s'est inspirée des textes de Mélanie Rutten. Alors ça c'est ma déformation professionnelle enseignante. Je suis retournée au texte de Mélanie Rutten pour voir un peu ce qui a pu l'inspirer. Et donc, j'ai fait cet exercice, c'est ce que vous voyez là sur le PowerPoint, juste pour nous déjà. Et on voit vraiment cette imprégnation, hein, donc toute une série de phrases au niveau de l'ambiance. Hein, donc, quand on dit nous, on se sent comme une boîte vide, c'est ce qu'a repris la petite fille, par exemple. Hein, elle a repris cette expression. Dans son rêve, elle volait. Donc, quand la petite fille, à la fin, dit qu'elle s'en... Voilà, c'est l'idée aussi qu'elle peut s'envoler. Mélanie Rutten nous parle d'instants rares. Vous voyez, elle nous parle aussi de carnets à remplir. Elle parle de la cétoine dorée. Il y a toute une question existentielle aussi au travers de nous dans le livre de Mélanie Rutten. L'idée de la pelote de fil rouge qu'on retrouve en texte de l'enfant. Et alors la dernière phrase aussi issue du livre de Mélanie. Un jour, elle relira tous ces petits bouts d'instants rares avec un fil, le fil de l'histoire. La petite fille reprend aussi cette phrase. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point les enfants sont imprégnés par les auteurs, mais peuvent s'approprier des mots pour créer leur propre histoire. Dans cette classe, les enfants ont beaucoup écrit et je souhaitais vraiment vous montrer différentes possibilités qui ont été abordées. Les arbres, la nature est aussi très prégnant dans les œuvres de Mélanie Rutten. Là, c'est un enfant qui a voulu écrire un texte sur l'arbre. J'abrite plusieurs sortes d'animaux, même les plus enchantés. Je n'ai pas besoin d'être décorée, mes branches le sont déjà. En hiver, je grelotte, en été, je frémis. En automne, je me laisse pousser par le vent. Au printemps, je renais. Mon histoire est un mystère que je vous laisse deviner. Quelle qualité littéraire dans ce texte d'enfant. On est avec des enfants de 5e année primaire. Un tout dernier, là, qui a été inspiré de Oko, toujours de Mélanie Rutten. Dans Oko, Mélanie Rutten met vraiment en évidence les souvenirs d'Oko, les thèmes abordés au travers de cet album, la mort, la tristesse, l'amitié, mais le fait aussi que les souvenirs permettent que les gens continuent à vivre. Voilà, tous les souvenirs, tous les moments partagés. Et là, on a une petite de 6e année primaire qui nous parle en fait des souvenirs de sa grand-mère. Je trouve aussi que le texte est vraiment de très, très, très grande qualité. Et je vous assure, ce sont des textes d'enfants.
C'est important de le savoir. Ce ne sont pas des textes qui ont été recorrigés, revus, scolarisés par les enseignants. Là, ici, ils ont été mis en forme et ce sont vraiment les textes d'enfants. Quand ils ont été remis en forme, l'enfant l'a tapé et on a corrigé en grande partie l'orthographe. Donc, quand mon arrière-grand-mère est morte, nous avons pu reprendre un souvenir. Moi, j'ai choisi sa poupée ukrainienne. Elle ressemble un peu à une poupée russe, sauf qu'elle ne sait pas s'emboîter dans d'autres. Elle est vêtue d'un chemisier, d'une jupe à dentelle et de petites bottes. Elle porte aussi un petit chapeau et de grandes boucles d'oreilles en or. Cette poupée me rappelle de bons souvenirs. Je me rappelle quand j'allais chez mon arrière-grand-mère pour prendre le goûter. Elle me donnait une tasse de lait avec des madeleines. Elle se prenait une tasse de café et je pouvais, parfois, en boire un peu. On allait dans son salon, admirer la vitrine remplie de poupées. Elle me racontait l'histoire de chacune. Ces moments, je m'en souviendrai toute ma vie. Ma poupée, c'est mon arrière-grand-mère qui l'avait choisie en Ukraine. Et elle l'avait accompagnée durant toute la Deuxième Guerre mondiale, de Russie en Belgique. Aujourd'hui, la poupée est dans ma chambre, sur ma table de nuit. Chaque jour, je la regarde. Quelle qualité littéraire chez cet enfant de 11 ans. Merci les auteurs. En conclusion, j'ai un message pour les enseignants, un message qui n'est pas de moi, mais qui est de Daniel Brazel. J'avais lu son livre « Cultiver le plaisir d'enseigner » et ça m'avait vraiment intéressée. Il nous dit, et je vous le dis, soyez un thermostat et pas un thermomètre. Ce que je veux dire par là, c'est que le thermomètre, il a envie de prendre, il prend la température à un moment donné. Donc, si vous voulez être un enseignant thermomètre, ça veut dire que vous aurez envie dans votre classe de régulièrement évaluer vos élèves au niveau de la lecture, au niveau de l'écriture. Je ne dis pas que c'est pas à faire, mais oublions un peu l'évaluation et soyons un thermostat qui va avoir une température fixe, une attitude aussi fixe d'encouragement, d'acculturation, d'apprentissage bien cerné. Et vous verrez que vos élèves, ils vont progresser sans thermomètre. Donc, soyez des thermostats et non pas des thermomètres. Merci.